Excellent, j'ai trouvé des anecdotes incroyables. Voici le script enrichi, version finale complète. À l'école, on vous a appris qu'il était un héros, un grand explorateur courageux qui a découvert l'Amérique le 12 octobre 1492. Visionnaire, incompris, génie. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est ce qu'il a fait ensuite. Et ce qu'il a fait ensuite est l'une des pages les plus sombres et les plus soigneusement effacées de l'histoire humaine. Mais avant d'en arriver là, commençons par le début. Parce que même la version héroïque de Colomb cache des détails que personne ne vous a racontés. Christophe Colomb n'était pas un génie. C'était un homme obstiné qui avait tout faux. Ses calculs pour traverser l'Atlantique étaient incorrects. Il sous-estimait la taille de la Terre d'un tiers. Tous les experts de son époque le lui disaient. Le Portugal l'avait éconduit, la France l'avait éconduit, l'Angleterre l'avait éconduit. Il a passé des années à faire le tour des cours royales d'Europe comme un vendeur de rêves désespéré. Et tout le monde lui fermait la porte au nez. C'est finalement la reine Isabelle de Castille qui accepte, presque par pitié, à une condition. Colomb ne garde qu'un dixième de tout ce qu'il rapporte. Il part le 3 août 1492 avec 3 caravelles et 90 hommes. 2 mois de mer. Ses matelots sont au bord de la mutinerie. Et quand il aperçoit enfin la terre, il accoste aux Bahamas. Convaincu d'être en Asie, il appellera ces gens des Indiens jusqu'à sa mort. Parce qu'il n'a jamais compris qu'il avait trouvé un nouveau continent. Ce n'est pas Colomb qui a compris qu'il avait découvert l'Amérique. C'est un autre navigateur, Amerigo Vespucci, qui comprendra que ces terres forment un continent inconnu. Et c'est son prénom, Amerigo, qui donnera son nom à l'Amérique. Colomb est mort convaincu d'avoir trouvé la route des Indes. Un exploit qu'il n'avait pas accompli. Mais tout ça, c'est encore la version sympathique. Voilà ce qui s'est passé ensuite. À son arrivée, Colomb trouve les Taínos, un peuple pacifique, généreux, qui l'accueille avec des cadeaux et de la nourriture. Colomb lui-même l'écrit dans son propre journal. Ces gens sont d'une douceur et d'une générosité extraordinaires. Ils partagent tout. Ils ne connaissent pas la violence. Dans ce même journal, au cours des 2 premières semaines, un seul mot revient 75 fois. L'or. Pas la découverte, pas les hommes. L'or. Lors de son premier retour en Espagne, Colomb ramène 7 Taïnos capturés pour les exhiber à la cour. Il les présente comme des curiosités exotiques. Les nobles espagnols se pressent pour les voir comme on regarderait des animaux de foire. Lors de son deuxième voyage en 1493, il arrive avec 17 navires et 1200 hommes. Cette fois, il impose aux Taïnos un système de tribus. Chaque habitant de plus de 14 ans doit remettre tous les 3 mois une clochette remplie de poudre d'or. Pas de poudre d'or? Colomb fait couper la main, et la personne est laissée à se vider de son sang. En quelques années, environ 10 000 Taïnos ont les mains coupées sur ce seul territoire. Le prêtre catholique espagnol Bartolomé de las Casas était sur place. Il a tout vu, il a tout écrit. Des chiens de chasse spécialement dressés pour déchiqueter des êtres humains lâchés sur ceux qui fuyaient dans les montagnes. Des enfants, des bébés. Colomb fait également construire des échafauds partout sur l'île. En 1500, on en compte 340 sur Hispaniola. À côté de chaque croix chrétienne, un échafaud. Lors de son deuxième retour en Espagne, Colomb ramène 550 Taïnos pour les vendre comme esclaves. 200 meurent pendant la traversée. Les survivants sont libérés par la reine Isabelle, scandalisée. Colomb ne comprend pas pourquoi on lui reproche quoi que ce soit. Et maintenant, voilà l'anecdote que presque personne ne connaît. Lors d'un dîner à Barcelone, des courtisans jaloux essaient de minimiser ses exploits. L'un d'eux dit « Après tout, n'importe qui aurait pu traverser l'Atlantique vers l'ouest et trouver des terres. » C'était évident. Colomb prend un œuf dur. Il propose à tous les convives de le faire tenir debout sur la table. Personne n'y arrive. Colomb prend l'œuf, l'aplatit légèrement en l'écrasant sur la table. Et l'œuf tient debout. Il regarde les courtisans et dit « C'était évident. Il fallait juste y penser. » C'est de là que vient l'expression l'œuf de Colomb. Une idée simple que tout le monde trouvait évidente. Après coup, l'ironie tragique. Colomb avait traversé l'Atlantique avec des calculs faux, dans la mauvaise direction, pour trouver un continent qu'il n'a jamais reconnu. Mais il avait l'art de se vendre. Revenons à ce qu'il a laissé derrière lui. Quand Colomb arrive en 1492, on estime qu'1 300 000 Taïnos peuplent l'île d'Hispaniola. À sa mort, en 1506, 60 000. En 1548, 50 ans après son arrivée, les historiens de l'époque doutent qu'il en reste 50 personnes en vie. Un peuple entier, effacé. Et voici le détail que les livres d'histoire ne mentionnent presque jamais. En 1500,
Les crimes de Colón étaient devenus tellement documentés, tellement incontrôlables, que la couronne espagnole elle-même a ordonné son arrestation. Un administrateur nommé Bobadilla débarque sur l'île, enquête et fait enchaîner Colón. Le grand héros de l'Espagne est renvoyé à Madrid dans la cale d'un bateau, les fers aux poignets. Il passe quelque temps en prison. Il est libéré parce qu'il avait encore des soutiens. Mais il ne gouvernera plus jamais. Il passe ses dernières années à réclamer l'argent qu'on lui avait promis. Il meurt en 1506, amer, convaincu d'avoir été trahi. Pendant ce temps, son nom était déjà gravé dans les livres d'histoire, comme celui d'un héros. Aujourd'hui encore, aux États-Unis, le Columbus Day est un jour férié national. Des statues à son effigie ornent des dizaines de villes à travers le monde. En France, des rues portent son nom. Des millions d'enfants apprennent à l'école qu'il était un grand homme. La question n'est pas de condamner le passé avec les yeux d'aujourd'hui. La question est plus simple et plus dérangeante. Pourquoi a-t-on choisi de vous raconter seulement la moitié de l'histoire? Qui décide de ce qu'on enseigne et de ce qu'on efface? Une vérité incomplète, ça s'appelle aussi un mensonge. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, abonnez-vous. Chaque semaine, on révèle une histoire que l'histoire officielle préfère oublier.